Bonjour et bienvenue à l'épisode 202 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Éric Lheureux et en compagnie de Jean-François Nantel, nous désirons vous offrir réflexion, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable et durable de vos organisations. Formuler la stratégie et planifier son déploiement est une activité clé de toute organisation. Les dirigeants peuvent opter pour une approche impliquant un groupe restreint de l'organisation ou bien opter pour une implication active des différentes parties prenantes. Chaque démarche aura ses avantages. Cependant, la co-création de la stratégie permet la création d'un sentiment d'appartenance et un engagement des forces vives de l'organisation. La stratégie devient alors plus facilement la stratégie de tous et est ainsi vécue au quotidien. C'est ce que Christina Randberger du Centre de recherche St. Mary's nous explique aujourd'hui. Elle nous présente les raisons pour lesquelles le Centre a choisi de co-créer la stratégie et comment ils s'y sont pris, en plus des différents bénéfices pour l'organisation. Une approche de création différente des retraites de type lac à l'épaule ou bien des retraites de type fin de semaine afin de créer une stratégie. Écoutez bien, concevoir différemment le processus de formulation pourrait aussi être bénéfique pour votre organisation et se révéler une force mobilisatrice importante. Allons-y. Christina Randberger est directrice adjointe des partenariats stratégiques au Centre de recherche de l'hôpital St. Mary. Elle supervise la mise en œuvre des initiatives stratégiques pour positionner le centre comme un leader dans la recherche clinique. Elle a dirigé l'élaboration et l'exécution du plan stratégique axé sur l'optimisation des opérations, le renforcement des collaborations institutionnelles et la gestion des essais cliniques. Christina pilote également la création des structures innovantes, comme le pôle de soutien à la recherche et le bureau d'engagement communautaire, favorisant des partenariats solides avec des acteurs clés, notamment l'Université McGill et les départements cliniques. Forte d'une expertise en leadership stratégique, en gestion organisationnelle et en développement des partenariats, elle s'engage à maximiser l'impact des activités de recherche. Bonne écoute. Bonjour Christina, comment ça va? Merci, ça va bien. Très heureux de t'avoir avec nous, Christina. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui du Centre de recherche St. Mary's et surtout du processus de formulation de la stratégie que vous avez réalisé il y a de ça quelques mois, un an et demi. Mais avant d'entrer de jeu, peut-être, peux-tu nous parler du Centre de recherche St. Mary's? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait? Je te laisse aller. Parfait. Donc, merci d'abord pour l'invitation. Donc, le centre de recherche St. Mary's est situé à l'hôpital St. Mary's. L'hôpital St. Mary's, je pense beaucoup de personnes le connaissent parce que c'est le centre de naissance de Montréal. Donc, beaucoup de Montréalais ont vu leur jour ici. Donc, on est un centre de recherche vraiment dans les bâtiments de l'hôpital St. Mary's, qui est un hôpital à vocation, bien sûr, communautaire, mais aussi universitaire. Et nous, on est donc un centre de recherche affilié à l'Université McGill. Notre mission est très axée vers la proximité avec le patient. Donc, nous faisons surtout des recherches qui ont un impact direct sur la qualité de nos patients. Et bien sûr, on utilise et on met en avant l'innovation, la technologie, mais surtout, ce qui est très central dans notre mission, c'est la proximité avec notre communauté et surtout que nous représentons tous les groupes sous-représentés de notre communauté, comme les minorités ethniques et les femmes, par exemple. Donc, ça, c'est un peu notre mission. Et on a des piliers de recherche, notamment 4. Donc, dans les soins des cancers, donc là, on va faire des recherches surtout concernant les traitements. On a aussi des essais cliniques, mais on fait aussi beaucoup de recherches concernant la qualité de vie des patients et l'autogestion de leurs symptômes. Puis un deuxième pilier, c'est les soins primaires et les systèmes de santé. Donc là, par exemple, et c'est très actuel, l'accès aux soins équitables et l'efficacité des services.
et la gestion, par exemple, des maladies chroniques. Oui. On a un autre pilier, c'est la soin des aînés. Comme tu le sais, notre pyramide des âges est renversée. Ben Donc, oui. nous sommes bientôt dans une société ultra vieillissante. Donc, Mhm. plus de personnes de plus de 60 ans que en dessous de 18 ans. Et ça demande beaucoup de recherche pour que nous soyons préparés, pour que ces personnes-là puissent vieillir en santé dans leur environnement. Donc, c'est un pilier assez important. Et puis, le dernier, et pas moindre, bien sûr, dans les sciences chirurgicales, St. Mary's a la chance d'avoir une équipe de chirurgiens orthopédiques très, très actifs. Mhm. Et donc, on fait beaucoup de recherches dans les soins orthopédiques, mais aussi, par exemple, en urogynécologie. Et puis, donc, notre pilier de recherche, c'est surtout développer des innovations chirurgicales et optimiser les soins pré- et post-opératoires, en gros. Et puis voilà, j'ai pas tout dit, mais ça te donne un peu un survol. Bien sûr. Je pourrais aller plus en détail, mais bon. Et donc, mon rôle en tant que directrice associée des partenariats stratégiques, bah, c'était d'abord de travailler sur notre plan stratégique. Bien sûr aussi veiller à ce que nous, en quelque sorte, respectons notre plan stratégique et Oui. surtout concernant nos actions, nos activités, nos recrutements, que ça relie à notre plan stratégique. Et surtout, ce que je trouve personnellement très important, c'est que nos actions soient toujours en lien avec notre mission et que Mhm. j'ai déjà un peu expliqué notre mission. Donc, on garde cette identité-là, proximité patient, inclusivité, être inclusif. On veut être le centre de recherche de tout le monde. Oui, oui, C'est oui. ça qui nous distingue un peu. On est très proche de notre communauté, donc on veut garder cette proximité-là. Et puis, bien sûr, donc je suis impliquée dans plusieurs exercices stratégiques parce que là, c'était l'exercice stratégique de notre centre, mais Oui. après, il y a aussi des piliers de recherche. Après, bien sûr, je travaille fort sur notre rayonnement. On veut que notre centre soit connu dans notre communauté. Mhm. Et bien sûr, le soutien à nos chercheurs. On veut que nos chercheurs soient outillés pour qu'ils puissent se concentrer sur la recherche Mhm. et moins sur, par exemple, les aspects administratifs. Et on fait aussi beaucoup d'engagement communautaire, puisqu'on est dans un hôpital Oui. communautaire à vocation universitaire. Nous aussi, on est donc un centre de recherche proche de la communauté. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Ben, excellent. Merci pour cette, comme on dit, lay of the land, Oui, comme on dit en anglais. Donc, ça nous donne un bon portrait. Dis-moi, merci. Mhm. vous avez travaillé donc à réaliser, à formuler la stratégie du centre Oui. il y a plus que 12 mois, là, il y a 12 à Mhm. 18 mois. Dis-moi, d'abord et avant tout, vous avez choisi une approche de réalisation collaborative. Par Oui. rapport, puis sur le podcast, on parle de différentes approches Mhm. de réflexion stratégique et de mise en œuvre. Donc, Mhm. approche collaborative, co-création avec les Oui. différentes parties prenantes du Mhm. centre de recherche pour élaborer la stratégie. Quels étaient les avantages d'aller vers cette approche? OK, donc j'ai plusieurs éléments de réponse là-dedans. Premièrement, en recherche déjà, la co-création est de plus en plus mis en valeur et exigée même par les fonds de recherche. Ça, petite parenthèse. Mhm. Parce que pourquoi on fait de la recherche? C'est pour les patients, la communauté. Et maintenant, beaucoup de fonds de recherche exigent cet Oui, élément de co-création quand on soumet des projets. Donc, il était tout à fait organique et normal que notre centre de recherche, quand on fait un plan stratégique, adopte aussi la même mentalité et les mêmes approches. Donc ça, c'était premièrement extrêmement important. On a déjà cette culture de oui. création et de proximité dans les recherches que nous faisons. Deuxièmement, ayant participé à plusieurs exercices stratégiques aussi, ce qu'on voulait éviter, c'est que le leadership se réunit dans une salle de conférence Mhm. tout seul
pense qu'on comprend tout et fasse une belle liste d'épiceries, au fait, des choses qu'il faut faire. Oui, c'est efficace, ça prend moins de temps, on peut pondre un bon document, mais est-ce que ça crée de l'inclusion, l'écoute? Je ne pense pas. Et donc, on a adopté la co-création, premièrement parce que ça rejoint aussi la mission, notre mission identitaire, et deuxièmement parce qu'on voulait avoir un plan stratégique qui représente tout le monde et dont tout le monde peut se reconnaître. Maintenant, est-ce que ça va être parfait pour tout le monde? Non, c'est impossible. Mais au moins qu'on ait le compromis et que chacun voit un petit peu son apport ou sa touche. Donc ça, c'était pour nous très important. Et surtout, moi, je voulais éviter cette liste d'épiceries et travailler sur un document et après le tabletter. Je voulais vraiment que le plan stratégique nous serve comme guide, comme route. Bien sûr, un plan stratégique, on comprend, est un peu organique, ça évolue aussi avec le temps, mais que ça devient un peu mon outil de travail aussi. Oui. Et un plan stratégique doit aussi organiser, coordonner tes actions futures. Ça met la table. Oui. On a par exemple un pôle de soutien à la recherche, on a pu le créer à cause de notre plan stratégique. On a un bureau d'engagement communautaire, on l'a créé à cause de notre plan stratégique. Notre plan de communication a été fait à cause de notre plan stratégique. Oui. Donc, toutes les actions, notre quotidien est guidé, influencé par notre plan stratégique. Donc, assurer cette cohérence entre Absolument. où vous voulez aller, oui. comment on y va ensemble, parce qu'à quelque part, les gens ont pu participer et s'y reconnaissent, et par la suite, les différentes initiatives qui permettent de faire en sorte d'avoir je pense souvent les must-have capabilities sur le podcast, donc avoir les différents moyens, les compétences, les ressources, les activités clés qui nous permettent de mettre en œuvre et de réaliser nos objectifs qui ont été déterminés et qui nous permettent d'avoir le rayonnement et la place qu'on veut pour le centre de recherche. Absolument, exactement. Ouais. Dis-moi, évidemment, tu mentionnes que tu ne voulais pas avoir une liste d'épicerie. Une liste d'épicerie, on a souvent ça. Quand les gens se rencontrent en salle close pendant un week-end et définissent leur plan de match. Exact. Ici, on parle évidemment de formulation et de planification, donc les deux éléments ensemble. Ça a été plus long que prendre une fin de semaine. Donc, c'est clair. Quelles ont été les grandes étapes de réalisation? Donc, premièrement, on a dû faire, et excuse-moi mon franglais, un screening de nos parties prenantes. Donc, qui sont nos acteurs, nos partenaires? Donc, bien sûr, on a nos chercheurs à temps plein, on a nos chercheurs cliniciens, mais on a aussi, par exemple, l'université, nos partenaires à l'université. Nous avons d'autres acteurs au sein de l'hôpital parce que St. Mary's... donc, nous, on est dans les murs de l'hôpital St. Mary's, mais aussi dans le CIUS. Donc, on a comme fait une carte de toutes les parties prenantes. Et donc, c'était premièrement ça, qui sont nos acteurs, nos parties prenantes. Et puis après, donc un classique, mais on a fait un sondage auprès de nos parties prenantes, un sondage un peu où on tâtait le pouls un peu, on couvrait plusieurs questions clés, la mission, où nos parties prenantes voient la recherche, quelles sont dans une certaine force nos sortes, qu'est-ce qui nous rend unique, quelque chose que je répète maintenant et que j'ai appris beaucoup de toi, qu'est-ce qui nous rend unique, c'est quoi cette touche St. Mary's, et c'est pour ça que je le répète toujours aussi avec notre équipe, pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui nous rend unique, et c'est vraiment ce lien avec la communauté, vraiment ce lien avec la proximité patient, c'est ça qui nous rend unique. Donc tout ça, tous ces éléments devaient ressortir dans notre sondage, bien sûr aussi vers c'est quoi nos ambitions, où est-ce que nos chercheurs, nos parties prenantes se voient dans le futur, quelles sont les opportunités et
les must-have, qu'est-ce qu'on doit avoir pour arriver à nos ambitions, parce que nous sommes un centre de recherche quand même de petite taille, mais extrêmement important, je pense, dans l'environnement de la recherche. Et donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour atteindre nos objectifs, notre ambition? Donc, tous ces éléments-là structurants sont ressortis dans notre sondage. Après, bien sûr, il fallait interpréter les données du sondage. Et puis après, on a, grâce aux éléments de réponse du sondage, on a entamé une deuxième étape, et ça, c'était les focus group. On a creusé un peu plus en détail certaines questions comme les must-haves, qu'est-ce qu'on a besoin pour atteindre nos ambitions. Et puis, on a envoyé notre questionnaire, je pense, à plus d'une centaine de parties prenantes. Des focus group, on en a fait quand même plus qu'une quinzaine, je pense une quinzaine. Et là, ça incluait évidemment les chercheurs, le personnel de support, les différentes parties prenantes. Absolument. Question de bien comprendre, comme tu l'as très bien dit, les must-have, mais aussi où on voulait aller jusqu'où, on se voyait où dans le futur et comment qu'on pouvait s'y rendre. Et là, ça a amené, je pense, la richesse de tout cet échange-là et de voir dans quelle mesure, qu'est-ce qui était cohésif comme discussion, qu'est-ce qui l'était un petit peu moins, quelles étaient les zones à explorer pour pouvoir justement arriver en bout de ligne avec et cheminer où est-ce que les chercheurs et le membre de support se retrouvaient comme étant, oui, c'est nous, c'est là où est-ce qu'on veut aller. Oui. Et ce qui était très touchant, je dois dire, c'était que dans le focus group, ce qui est ressorti encore une fois, c'était cette fierté identitaire. Cette fierté de travailler dans cet hôpital-là, à vocation communautaire, cette fierté d'avoir cette proximité avec les patients et de ne surtout pas perdre cet élément-là. Parce que bien sûr, maintenant tout est AI et innovation et tout ça. Ça, c'est bien, ça doit soutenir notre mission, mais pas nous la remplacer. Donc ça, je trouvais dans l'exercice extrêmement touchant qu'on chantait un peu cette même chanson. Donc ça, c'était, je dois dire, rassurant. Donc ça, c'était l'aspect focus group. Et après, on a fait une retraite stratégique classique où on a invité nos parties prenantes un avant-midi dans une salle où on avait des ateliers. On les avait classés par domaine de recherche, bien sûr. Et donc, chaque domaine, il y avait une table de parties prenantes qui, après, se questionnaient sur les objectifs, les ambitions et comment y arriver. Un fait très simple, mais si important. Donc, ça, c'était l'élément retraite. Après la retraite, on avait beaucoup d'informations. Donc, le sondage, les focus group, la retraite, tout ça, il fallait travailler. Et toutes ces informations-là nous ont aidés à élaborer une première version, disons, de notre plan stratégique, un croquis, au fait. Puis, après ça s'est quand même assez bien passé parce que tout le monde y participait. Donc là, il n'y avait pas de grandes surprises ou de grands dilemmes, en fait, parce que c'était vraiment un travail collaboratif et il y avait plusieurs étapes où les gens, nos parties prenantes pouvaient participer et verbaliser leurs besoins, leurs craintes, leurs inquiétudes ou leurs désirs. Et puis après, on a fait un événement de présentation, en fait, de notre croquis, de notre plan stratégique. Là aussi, cette journée-là, on a revu d'abord la première partie, les étapes. Tout le monde, au fait, était présent, tous les acteurs étaient là. Donc, on a revu les étapes et après, on a présenté le plan stratégique, les grandes conclusions. Après ça, et ça s'est vraiment très bien passé, l'ambiance était très bien, je dois dire, c'était une très belle expérience.
après cet événement-là, on a rédigé un document plus détaillé, donc vraiment un plan stratégique Oui, classique oui. que nous avons partagé avec notre communauté pour des commentaires. Et puis après l'intégration de certains commentaires ou de feedback, ben, c'était la version finale, Mhm. officielle. Et voilà quoi, donc c'était ça. Oui. Donc on est loin du week-end à Ouais. Mont-Tremblant ou au lac des Castors. Je sais, oui. Ah oui, tout à fait. Oui. Et je veux souligner, quand on parle de la présentation devant les différentes parties Mhm. prenantes, c'était les, 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 les personnes qui représentaient les différents piliers, qui Oui. présentaient la Ah, oui, stratégie de chacun des absolument. piliers. Oui, Donc, à quelque oui, part, c'est votre stratégie définie oui, par votre équipe et c'est oui, l'équipe elle-même qui présentait les différents piliers exactement. Oui, et les must-have et tous les éléments qui sont nécessaires pour oui, pouvoir accomplir l'ambition de chacune des secteurs du centre de recherche, chacun des piliers. Je pense que ça, il faut le souligner parce que oui, c'est peu commun et c'est très porteur comme. oui. Exactement. Oui, c'est vrai, absolument. C'est chaque pilier avait un représentant qui présentait donc la conclusion de leurs objectifs stratégiques. Exactement. Donc c'est vraiment, je sais pas qu'est-ce qui peut représenter plus la Oui, co-construction oui, tout à fait. que ça. Oui, Di- absolument. Dis-moi Mhm, concrètement, comment se sont organisés les différents ateliers? Que ce soit les ateliers en sous-groupe, les petits ateliers qui ont été mhm. réalisés, ou de façon plus large, quand on parle justement des rencontres où est-ce que Oui, toutes les parties prenantes y assistaient. Euh, oui. donc, comment ça s'organise? Quels sont les éléments clés pour que ça fonctionne? Y a-t-il des éléments de technologie? Faut-tu mettre plus d'emphase sur Oui, les rencontres en personne? oui. Comment qu'on Donc, organise tout ça? donc, ça, je pense que c'est un élément très important. Quand on fait de la co-création, oui, il y a un élément logistique qui est assez important. Ça, il faut l'admettre. Surtout quand on travaille dans un milieu clinique comme nous. On a des chercheurs cliniciens Mhm. qui sont dans la salle d'opération. Donc, il faut être quand même assez flexible et agile. Oui, Donc, les réunions, premièrement, les réunions doivent être préparées. Donc, on avait des questions en amont qu'on leur envoyait. Comme ça, ils peuvent se préparer. Et c'est clair qu'il faut de la flexibilité. Donc, il faut comprendre que dans le milieu clinique, un 9 à 5, ben, ça se peut que ça soit à 8 heures du matin ou après les heures de travail. Ça, c'est dans notre réalité. mhm. Il, c'est extrêmement important. Donc, oui, l'aspect logistique était assez important. Donc, on a fait nos réunions selon la disponibilité de nos parties prenantes. Donc, soit virtuel ou en personne. Et puis, bien sûr, toujours préparé. Et puis, on avait utilisé les plateformes Google. Oui, Ah, Google Miro, ouais. on utilisait Miro Oui, aussi au Miro besoin. avec nos... Oui, exactement. On avait utilisé Miro Et avec les différents exercices de placement stratégique. oui, Oui. oui, oui, oui. Et dis-moi, Mhm. tu sais, dans le fond, on parlait d'avoir les différentes parties prenantes autour de la table, Oui, mais il faut s'assurer de la participation aussi de oui, chaque active des différentes personnes. oui. Donc, prendre le temps de les écouter, prendre le temps de Oui. questionner et Mhm, d'approfondir pour créer cet engagement-là, pour faire en sorte qu'à mhm. quelque part, à la fin, on se retrouve. Oui. Est-ce que ça, bon, tu me dis que depuis Mhm, tantôt, bon, il y a un élément de culture qui était très mhm. créatif Oui. déjà au centre de recherche. Est-ce que ça a été un défi ou à quelque part, c'était quelque chose qui s'est fait de façon naturelle compte tenu de la culture? Je pense que ça s'est fait de façon naturelle quand même. C'est sûr qu'on était aussi très ouverts au fait que certains peut-être soient un peu plus timides de Mhm. partager leur opinion en groupe et veulent se rencontrer un à un. Donc ça, il faut avoir une grande flexibilité aussi. Ce qui est important aussi dans cet exercice, c'est de créer un espace, un safe space Oui, où tout est permis de dire s'il y a quelque chose qui n'allait pas ou qui s'est perdu dans les années, qui est important, que toutes les opinions sont la oui, bienvenue. C'est pour ça qu'on fait cet exercice-là. Et ce qui était extrêmement important aussi, c'est que nous, le leadership,
toi aussi en tant que consultant, on était là en mode écoute. Et je pense que dans un exercice stratégique, c'est extrêmement important d'écouter Mhm. et d'écouter pas pour répondre, mais vraiment d'écouter parce que tout ça, c'est des éléments extrêmement importants pour bâtir notre plan stratégique et pour assurer qu'il y ait cette inclusion de Mhm. toutes les opinions. Oui. Et dis-moi, évidemment, quand on parle de stratégie, ça va impliquer des changements, des Oui. fois à la marge, des fois plus Mhm. importants au niveau de l'organisation. Donc, pour le centre de recherche Mhm. et les chercheurs, dans quelle mesure ces changements-là ont été significatifs et ont changé le quotidien ou pas Mhm. de l'équipe de recherche? Je pense que pour les changements étaient surtout de notre côté. Parce que quand on a écouté nos chercheurs, c'est sûr que un des besoins fondamentaux de tout chercheur est l'appui. Mhm. Et nous vivons dans des contextes de plus en plus complexes, dans tout ce qui est Oui. processus et accès aux données et au niveau légal. Et donc, ce soutien aux chercheurs pour qu'ils puissent se concentrer sur la recherche et non tout ce qui est autour, qui peut être extrêmement démotivant ou Mhm. frustrant parce que nous vivons et c'est valable, mais c'est des processus quand même assez lourds. Et là, c'était clair que nous, de notre côté, qu'on doit s'assurer que nos processus soient le plus fluide possible dans tout ce qui est finance et tout ça. Et on a Oui. fait d'énormes progrès, mais surtout d'être toujours à l'écoute. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Quel processus on parle toujours d'agilité, hein, donc Oui. on veut que notre administration soit agile, donc cette écoute-là et que ce feedback soit aussi la bienvenue. Donc le changement était surtout de notre côté, on a écouté leurs besoins et on essaye donc d'accommoder et de rendre la vie d'un chercheur plus simple pour Mhm. qu'ils fassent la recherche et non pas moins le reste. Oui. Et ce que je trouve intéressant, et ça je veux le souligner, c'est dans Mhm. la mesure que souvent, quand on pense en termes de stratégie, on va surtout penser en termes d'organisation à but lucratif, c'est-à-dire Oui, qu'on veut avoir une croissance, on veut avoir oui, le développement de l'entreprise. Mais oui, ceci dit, quand on parle de développement d'organisation, c'est aussi l'impact qu'on veut avoir. Et exactement. là, quand on parle de centre de recherche ou qu'on parle d'un Mhm. hôpital ou qu'on parle de différents Mhm. organismes, avoir un impact, ben, il y a quand Exact. même un client, il y a quand Oui, même une valeur qu'on veut créer et cette valeur-là exact. doit s'articuler à travers différentes décisions, différentes Exactement. priorités. Et à ce moment-là, ben, les décisions de nature stratégique sont les Mhm. mêmes, ben, pas sont les mêmes, mais je veux dire, sont les Oui, mêmes types de décisions, le même type de réflexion qui prennent leur absolument. importance en arrière. Oui, absolument. Dis-moi, quand on parle de ce développement-là, Mhm. euh, le quotidien des chercheurs, tu dis Mhm. maintenant, bon, on vient simplifier leurs activités pour C'est dans notre favoriser. optique, oui. Oui, pour favoriser Oui, justement le développement de la oui, recherche, le rayonnement en tant que oui. tel. Comment ça a influencé notamment l'environnement de travail? Vraiment, cet exercice stratégique était que bénéfique à tous les égards. Premièrement, je trouve que moi, quand j'ai commencé, j'étais assez nouvelle. Mhm. C'était dans mes premiers mois, c'était mon premier mandat et ça m'a vraiment donné l'opportunité de créer des liens, de les connaître, de connaître ma communauté, Oui. de connaître leurs besoins, de connaître un peu plus le passé et où est-ce qu'on s'en vient. Donc, c'était pour moi comme un team building. C'était pour moi personnellement extrêmement bénéfique, mais je pense aussi pour notre communauté parce qu'ils étaient impliqués dans un exercice important et ils participaient. Et puis, il n'y avait pas de résistance au changement ou de résistance vraiment à Mhm. l'exercice. On forçait la main à personne, mais je dois dire que les gens étaient et je connais leur charge de travail. Je Oui, sais bien ce que sûr. je connais les heures de travail et c'était vraiment, je trouve attendrissant à voir que le temps a été mis de côté Mhm. pour participer à cet exercice. Donc, ça veut dire que c'était important. Et comment leur quotidien a changé? Ben,
maintenant, tous nos actions, au fait, sont reflétées dans le plan stratégique. Donc, quand on recrute, par exemple, le recrutement va être en lien avec notre plan stratégique, avec nos piliers. Donc, il n'y a pas vraiment de questionnement, de justice. Tout ça, et tout a un fil conducteur. Oui. Ouais, c'est ça. Ah oui, tout à fait. Et donc, moi, ce que j'entends, c'est beaucoup, il y a une question de sentiment d'appartenance parce qu'à quelque part, il y a personne qui a été forcé de participer, mais les gens ont participé de façon extrêmement volontaire. Donc, ça, c'est d'une chose. Oui. Mais qu'en est-il du sentiment d'appartenance de façon générale? Parce que, bon, il y a toute l'organisation qui supporte les chercheurs, il y a les chercheurs eux-mêmes. Oui. Cette culture de collaboration que tu me parlais tout à l'heure, oui. Est-ce qu'elle s'est renforcée? Est-ce qu'elle elle est clairement omniprésente encore plus? Je pense que oui, parce que, comme je disais avant, les gens sont très fiers d'appartenir à l'hôpital St. Mary's et à notre centre de recherche. Donc, nous avons une vocation quand même assez spéciale, assez humaine, et cet aspect humain, cette proximité avec notre communauté est un énorme moteur de notre sentiment d'appartenance. Et cet aspect identitaire-là est très valorisé et protégé. C'est ça ce qui nous rend unique. Oui. Cet élément même aussi dans nos projets de recherche, cette co-création-là, on va travailler avec la communauté, on va les inviter, on va tester des outils ou des nouvelles technologies avec notre communauté. Donc oui, je pense que cet exercice a renforcé notre appartenance. Oui. Dans ce contexte-là, tu as devant toi différents dirigeants qui se posent la question à savoir quelle approche à prendre pour avoir cette réflexion stratégique. Quel conseil tu leur donnerais? Je pense que dans tout dans la vie, pas seulement en stratégie, mais que souvent, il est préférable d'investir dans le cheminement un peu plus long que d'aller sur l'autoroute ou de faire l'exercice rapidement, parce que les bénéfices à long terme, on récolte les bénéfices à long terme. Donc, oui, c'est vrai qu'on aurait pu pondre un plan stratégique un week-end dans un hôtel. On aurait pu le faire. Mais le fait d'impliquer nos parties prenantes et de prendre ce temps-là, parce que cet exercice a pris plusieurs mois, ça il faut l'avouer, à cause aussi parce qu'il y a ce défi de logistique et de trouver le temps pour tout le monde. Mais ça fait en sorte que, premièrement, on élabore un plan stratégique dont tout le monde se reconnaît. Peut-être pas à 100%, mais on peut très bien vivre avec ce plan stratégique, donc c'est un très beau compromis. Deuxièmement, ça renforce, je trouve, l'appartenance à notre organisation. Et à la fin, il n'y a pas vraiment de résistance au changement parce que tout le monde y a participé et a donné de son. Et donc, même le plan stratégique que nous avons envoyé après pour commentaires, il n'y en avait pas une tonne de commentaires. Il y avait, je dirais, plus des commentaires un peu plus cosmétiques. Aussi, ce qui était très important de divulguer, d'assurer que notre communauté le sache, c'est que un plan stratégique n'est jamais coulé dans le béton. Ça évolue. C'est clair que si demain on a une opportunité incroyable et que c'est pas dans nos piliers, donc bah oui, on va la saisir, mais que ce plan stratégique serve comme feuille de route, ça nous encadre, et donc il n'y avait pas vraiment de résistance au changement, et même là dans mon quotidien, je n'ai pas de commentaires négatifs envers notre plan stratégique en disant mais je me reconnais pas ou ce que vous faites. Non. Donc, je pense que il est bien plus bénéfique de faire les étapes, d'impliquer tout le monde, parce que ce qu'on récolte à la fin vaut vraiment l'investissement. Ton retour à l'investissement en vaut vraiment la peine. Oui.
Et ce qui fait en sorte que ça devient pas seulement un document, mais plus une approche qui est vivante pour l'ensemble de l'organisation et non seulement quelque chose qui est simplement tabletté. Voilà. Oui, exactement. Et aussi, ça crée des liens, vraiment. C'est là où on rencontre notre communauté et même là, donc là, on a notre plan stratégique global, mais on travaille aussi sur le plan stratégique un peu plus détaillé de chaque pilier et on prend la même approche. Oui. Donc, il faut respecter les mêmes étapes. Je ne pense pas que couper certaines étapes soit bénéfique pour l'orientation stratégique, parce que c'est comme ça si on respecte pas ces étapes-là, c'est là où il va y avoir de la résistance, où les gens ne vont pas se sentir impliqués ou écartés. Et c'est surtout pas ça qu'on veut dans nos organisations. Et je pense l'aspect primordial pour que les gens soient épanouis dans leur travail, c'est l'appartenance. C'est le sentiment d'appartenance. Oui. Christina, c'est le temps qu'on avait pour discuter de stratégie. Parti trop vite. C'est vraiment très intéressant. Je suis vraiment content qu'on ait pu avoir cette discussion-là ensemble. Merci. Et puis, écoute, au plaisir de se reparler, de se revoir et de poursuivre la discussion. Absolument. Merci pour l'invitation. Merci, Christina. À bientôt. Merci. Au revoir. Co-créer ou co-développer une stratégie demande une approche maximisant l'implication active des parties prenantes de l'organisation. Pour piloter une telle démarche, il est nécessaire de planifier judicieusement les activités, questionner et écouter afin d'établir des choix de la stratégie, les priorités qui en découlent et surtout faciliter la mise en œuvre. Par cette collaboration, il est possible de renforcer une culture d'ouverture et d'engagement. Il est possible de faire en sorte que la stratégie soit vivante et bien comprise par les différents membres de l'organisation. Cela réduit bien évidemment beaucoup de résistance. Bien sûr, comme Christina le mentionne, la réflexion prend plus de temps, mais au final, elle permet de développer une stratégie où tous les membres se reconnaissent. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez consulter les notes de l'épisode au www.inteliaconsulting.com/épisode 202 et nous vous invitons à consulter notre lettre hebdomadaire pour explorer les différents conseils et perspectives vous permettant de développer votre pensée stratégique ainsi que votre action stratégique. Suivez les liens en description. D'ici notre prochaine rencontre, nous vous souhaitons une excellente semaine.